les geeks, aujourd'hui nous allons parler des albums des éditions Lug dédiés au plus célèbre super-héros Marvel, l'Araignée. Peter Benjamin Parker est orphelin. Il est élevé par son oncle Ben et sa tante May, déjà âgés. Doué pour les études, il est très populaire auprès de ses profs, mais il est la cible de certains de ses camarades, en particulier ce gros bourrin de Flash Thompson, le capitaine de l'équipe de football du lycée. La vie de Peter change irrémédiablement quand il assiste à une épreuve sur la gestion sécuritaire des déchets radioactifs en laboratoire. Une araignée passe accidentellement dans la trajectoire d'un rayon à particules et elle est irradiée. L'arachnide mord Peter à la main avant de mourir. Étourdi au début, Peter ne va pas tarder à se rendre compte qu'il a acquis la force et l'agilité proportionnelles d'une araignée. S'y ajoute un sixième sens qui l'avertit des dangers. Attends, tu fais quoi là, zombie là? Je présente le personnage. Attends man, à moins que le spectateur a fait du frigo ou qu'il débarque de la planète Mars. Tout le monde connaît l'histoire de Spider-Man. Tu passes à autre chose man. Stan Lee a créé ce personnage en voyant une mouche se promener sur une fenêtre. Il se dit que c'était cool de créer un héros capable de grimper sur les murs et de défier la gravité. Appelé d'abord Insectman, puis Mosquitoman, Stan Lee choisit finalement l'araignée. Martin Goodman, le big boss chez Marvel, émet des réserves, car à l'époque, selon les protocoles des comics, les adolescents ne peuvent être que des partenaires ou des faire-valoir des super-héros, certainement pas des héros. Et puis Goodman se dit que personne ne voudra lire un comics avec Spider-Man, vu que la plupart des gens ont peur des araignées. Quoi ? À l'époque, la revue, baptisée Amazing Fantasy, était condamnée à disparaître pour cause de mauvaises ventes. Lee profita de l'occasion pour faire connaître Spider-Man en l'insérant dans le numéro 15 de la revue. Si les gens n'aimaient pas Spidey, c'était pas bien grave puisque la revue allait s'arrêter. Contre toute attente, le bon vieux tisseur connaîtra le succès et il aura le droit à son propre magazine, dont le premier sortira en mars 1963, The Amazing Spider-Man numéro 1. Inutile de revenir sur son succès planétaire. En France, les éditions Lug vont faire connaître l'araignée aux lecteurs français dans Fantasque numéro 4 de mai 1969. Ce personnage emporte l'adhésion du public et malgré les déboires de Fantasque, l'araignée va connaître une nouvelle chance dans Strange. Dans le numéro 93 de cette même revue, de septembre 1977, Strange devient le journal de l'araignée, et à partir du numéro 95, la revue est baptisée le journal de Spider-Man. L'araignée est devenue une star, et ce bon vieux tisseur aura le droit à 2 épisodes dans Strange. Il sera aussi au sommaire de Nova, de Special Strange et de Spidey, auquel s'ajoutera, ce qui nous intéresse aujourd'hui, une collection d'albums appelée Une aventure de l'araignée. À l'époque, le décalage entre la parution américaine et la traduction française était énorme. Il fallait absolument accélérer la publication. Malgré les 2 épisodes dans Strange, les aventures de l'araignée avaient du retard sur l'Amérique. Et puis certains épisodes ne pouvaient pas être diffusés dans Strange sans se faire avoiner par la censure. Certains personnages, comme Morbius le vampire, nécessitaient une parution en album, car ce format n'était pas soumis aux mêmes règles de censure que Strange. Le premier album, intitulé Le Bouffon Vert, met à l'honneur ce plus farouche ennemi de Spidey, avec une sélection d'épisodes classiques dessiné par Steve Ditko, le créateur du héros. Dans La Nuit du Lézard, de janvier 1978, l'album propose des aventures nouvelles dans lesquelles Spidey affronte Morbius et le Lézard, 2 ennemis ne pouvant apparaître dans Strange car ils étaient jugés trop traumatisants pour les lecteurs. Dans le 3e album, d'avril 1978, des personnages tout aussi dérangeants constituent les aventures de l'album, avec le Spectre, un super vilain aux pouvoirs mentaux d'exception. Ah, t'arrives pas à le dire. Mais c'est également le retour de Morbius, d'ailleurs l'album s'appelle Le Retour de Morbius en juillet 1978. Dans le Cirque Infernal de janvier 1979, Lug publie à nouveau les éditions d'épisodes de Steve Ditko. Bref, Lug va alterner son sommaire d'album en album entre réédition et aventure inédite. Un album retint particulièrement la mémoire des lecteurs, c'est Au secours des Vengeurs, en juillet 1980. L'araignée est associée à la chose et aux Vengeurs pour affronter Thanos. Un épisode incroyable où Warlock, un mort quand même, ressuscite et ressort de sa gemme pour transformer Thanos, le dieu fou, amant de la mort, en une statue de pierre. Et Spidey y était. En janvier 1981, l'album passe de 12 francs à 14 francs. Moi je trouve que c'est abusé. C'est le premier album que j'avais découvert où l'araignée et Hulk mettaient le boxon aux Jeux Olympiques d'hiver. Dans les tentacules ensorcelés, l'araignée affronte encore et toujours le Docteur Octopus. Le 1er janvier 1982, pour la modique somme de 15 francs, non je rigole, c'est du sarcasme, on pouvait assister à la rencontre de Marvel et de DC dans Superman et Spider-Man, seconde rencontre entre les 2 héros où ils luttent contre Fatalis aux côtés de Hulk et de Wonder Woman. J'ai déjà parlé de la première rencontre dans l'Instant Comics numéro 1, allez y jeter un coup d'œil si vous l'avez pas vu. Les albums sont vraiment superbes. J'ai beaucoup aimé le numéro 23, intitulé La Veuve et le Samouraï, de janvier 1984, où Peter Parker tombe amoureux de la veuve noire devenue amnésique. Y a pas que lui qui est amoureux de la belle rousse, hein. N'importe quoi. Coquin, va. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. En mai
1985, Spider-Man et le Docteur Strange s'unissent pour lutter contre le Docteur Fataliste sous la plume de Frank Miller. En septembre de cette même année, Luke décide de rééditer les épisodes de John Romita à partir du triomphe du Docteur Octopus, et cela va durer jusqu'au dernier album paru en septembre 1987, Mort sans préavis. Ce qui ajoutait une plus-value à ces albums était la beauté de leur couverture. Il faut dire que c'était le génial Jean-Yves Mitton qui s'y collait. Puis il passera la main au talentueux Jean Frisano. Grand format et couleurs somptueuses, comment ne pas résister aux aventures du tisseur. J'ai tellement kiffé ce personnage que ma mère m'avait offert la panoplie du Mont en l'air. Je crois que c'était la marque Massport qui le fabriquait, avec le masque en plastique qui recouvrait le visage et le pyjama bleu recouvert de parties rouges en vinyle qui sentait bien le plastique. Puis j'ai eu le mannequin articulé de 30 cm produit chez Migo. Mais au fait, il est passé où celui-là? Est-ce possible qu'il dorme encore quelque part dans le grenier de mes parents? Ravissant ces quelques marches avec la démarche féline d'un aventurier chevronné, je sens battre mon cœur sous l'effet de l'excitation. Est-il possible que l'idole sacrée soit encore là, quelque part dans ce grenier poussiéreux? Ah mon cher mannequin, je l'ai eu quelques années après la diffusion du dessin animé sur TF1. C'était en 1977, mais moi je crois que je l'ai eu en 1980. Ouais, c'est ça, j'avais 7 ans. 30 cm de haut, entièrement articulé, avec son costume pyjama en tissu. Ah, que du bonheur que de retrouver ce petit Spider-Man. Un flot de souvenirs m'envahit, le cœur et le cerveau. Ah, douce lumière apaisante du bon temps chéri, celui de l'enfance, loin des soucis et des questions existentielles. Papa-maman étaient là et veillaient au grain, laissant une petite tête blonde insouciante vivre sa vie, dans un bonheur, à la douceur sans pareille. Qu'il est loin ce bon temps, brillant de mille feux chatoyants, riche et foisonnant d'émotions douces et innocentes, paraissant à la fois si éloignées et pourtant pas si lointaines que cela. À bientôt les geeks.